Hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Meredith, ce livre consacré à mes revues de lecture de la fin d'année. Donc voilà, première vidéo de 2023 et on va retrouver nos rubriques habituelles, à savoir un focus sur un auteur que j'aime, un focus sur un auteur auto-édité, un coup de cœur que je te conseille, un petit point sur mes lectures en cours, une incursion vers un ouvrage classique, un ouvrage jeunesse et je te raconte ma vie en te parlant des bêta lectures que je suis en train de faire ou que je viens de terminer. Voilà, donc focus auteur aujourd'hui. Alors il a un frère extrêmement célèbre qui est traduit dans plus de 40 langues, qui écrit de la romance fantastique, avec un style simple et accessible que le marketing appelle page turner. Voilà, ce qui signifie que c'est simple en fait et accessible. Je ne dénigre pas, bien évidemment. Mais aujourd'hui, donc, je te parle de son frère. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur un auteur que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a plusieurs années avec son premier roman qui était La Ronde des Innocents. Et donc, je te parle aujourd'hui de Valentin Musso. Voilà, Valentin Musso, alors c'est un auteur de romans noirs, de romans sombres, et j'ai parlé très récemment sur mon compte Instagram Les Pépites de Meredith de Une vraie famille, mais j'ai aussi parlé quelques années plus tôt de son autre livre qui est mon préféré, Le Murmure de l'ogre. J'en ai lu beaucoup d'autres que je te conseille, Dernier été pour Lisa, Sans faille, Les cendres froides et plein d'autres. Ce que j'aime moi chez Valentin Musso en fait, c'est qu'il prend le temps d'installer les personnages. Il prend le temps de faire montre d'une érudition discrète dans la mesure où eh bien, le contexte socio-culturel est extrêmement fouillé chez lui. Le récit est très, très construit aussi, et ce qui fait que il nous donne aussi une apparence de simplicité, non par le style qui est assez recherché et que j'apprécie. Alors c'est pas pour rien non plus qu'il est agrégé de lettres modernes. Donc il a un style et un lexique très recherché, sans pour autant être pompeux, parce que ce serait désagréable à lire, notamment pour les gens qui ne sont pas de formation proprement littéraire. Et donc, c'est un écrivain qui va viser la simplicité parce qu'il va nous parler de choses qu'on comprend facilement, et il va, au fur et à mesure, les complexifier, les arranger de manière à ce que on se dise: «Ouais, c'est attendu, c'est facile», et au final, on a ce qu'on appelle en bon français un cliffhanger, c'est-à-dire un retournement de dernière minute qui nous fait dire: «Mais non», voilà. Un peu à la Harlan Coben, mais en plus profond, avec des thématiques qui vont être récurrentes comme les amours contrariés, les carrières inachevées, les remises en question de la quarantaine ou les remises en question dues à un événement de la vie, à une catastrophe, comme on dit dans le théâtre. Et en fait, tout ce mélange fait que, certes, on a du thriller et de la littérature de détente, mais on apprend des choses, sur des périodes qu'il apprécie beaucoup, notamment, l'entre-deux-guerres, mais pas que. On a une étude très fouillée de la psychologie des personnages, ce qui donne comme ça une impression d'inertie, de huis clos, mais on est véritablement dans le thriller psychologique, parce que la tension ne vient pas forcément de l'environnement ou du crime ou de l'événement lui-même, mais il vient de la transformation des personnages qui sont tout à fait en évolution entre les scènes d'exposition du début, leur manière d'être sociale, c'est-à-dire en fonction des conventions, etc., et finalement leur réalité profonde qui les conduit souvent à n'être pas ce qu'ils ont l'air d'être. Donc voilà, si tu cherches du thriller, du roman noir de qualité, bien écrit, qui ne soit pas considéré comme
du policier, de gare. Alors je déteste ce genre de sous-catégorie parce que pour moi, il y a que de la littérature, il y a pas de sous-littérature, ça n'existe pas la sous-littérature. On fera une capsule là-dessus si ça te dit. Mais voilà, enfin moi, entre les 2 frères, même si Guillaume est très sympathique, je préfère largement la qualité littéraire et la profondeur de champ, des œuvres de Valentin Musso. Donc voilà, je voulais lui faire un petit focus parce que il est moins connu, peut-être écrasé par l'ombre, tutélaire de son aîné, mais voilà, si tu veux, lire du bon thriller, tu peux aller lire du Valentin Musso. Comme je t'ai dit, Une vraie famille, Le murmure de l'ogre, Un dernier été pour Lisa, Sans faille, Descendre froide, son 1er qui a les défauts et les qualités d'un premier, La ronde des innocents et voilà donc La fille à gauche sur la photo, enfin bon voilà, tu peux aller, tu pioches, tu verras, tu seras pas déçu. Voilà, donc ça c'était pour notre petit focus auteur édité. Maintenant, je voudrais te parler de quelqu'un qui est aussi profond, aussi prolixe et aussi fine que peut l'être Valentin, mais qui est une autrice auto-éditée. Alors moi, je préfère une auteure, mais bon, on peut dire autrice aussi, il n'y a pas de souci. Il s'agit de quelqu'un que j'ai découvert par la magie d'Instagram, de Bookstagram. Et je l'ai découverte avec son thriller Fallait pas. Et là, une grande histoire d'amour est née entre nous, entre moi et ses livres premièrement, et puis entre moi et l'auteur, parce que c'est une personne adorable, d'une érudition, mais enfin, moi je me sens toute petite à côté d'elle, d'une humanité rare, quelqu'un qui rayonne par ses écrits, mais qui n'a pas besoin de ses écrits pour rayonner. Voilà, donc cette personne unique, magique que j'aime énormément, c'est Jocelyne Baquet. Et donc, je voudrais te parler de ses livres parce que, contrairement à beaucoup d'auto-édités ou de vrais, de vrais livres de maisons d'édition, euh, Jocelyne est hétéroclite. C'est un auteur tout-terrain. C'est-à-dire que moi, je l'ai découverte, comme je dis, avec Fallait pas. Alors, Fallait pas, c'est une histoire génialissime d'un gars qui est refusé par les maisons d'édition et dont l'ego le vit très très mal. Et donc, ça va devenir un thriller absolument palpitant. Alors, ce que j'aime aussi dans les thrillers de Jocelyne, c'est qu'elle nous fait passer des horreurs, des étripements, des bains d'acide, des choses absolument répugnantes. Et nous, on dit, ah ouais, c'est cool, ça passe crème en fait. Parce qu'elle a une manière comme ça de te faire accepter l'inacceptable, qui est j'avoue, assez dérangeante, mais j'adore ce petit côté pervers, surtout quand on la connaît et qu'on sait à quel point c'est une patte. Hem et donc voilà, c'est, ce que j'appelle moi la Jocelyne Touch, c'est-à-dire, on a un gros truc bien gore, bien crade, mais ça passe, nickel quoi. Tu manges ton petit tourne de Rossini saignant à côté, ça passe. Et du coup, il y a aussi un duo, hein, d'enquêteurs que j'aime beaucoup et qu'on va retrouver dans 2 autres livres notamment. Donc, Pour solde de tout compte, qui s'écrit comme tu vas le remarquer, CONTE, et donc il y a une trame narratologique extrêmement intéressante puisque, sans divulgacher quoi que ce soit, on va avoir quelque chose du conte de fées, mais d'un conte de fées très 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 trash. Et il y a une originalité dans ce bouquin, c'est que le vilain méchant est une vilaine méchante. Voilà, je ne dis rien, tu vas aller voir. Et là, pareil, tu vas kiffer ta race parce que c'est juste horriblement bon ou génialement horrible. Tu le mets dans l'ordre que tu veux, les deux étant équidistants. Donc voilà, 3e opus de notre duo d'enquêteurs un peu décalé. Alors on en a un en perfecto, Santiago, rock'n'roll, et l'autre qui est plutôt biscuit au sésame, thé vert et zen attitude. Mais ça fonctionne très bien et surtout, on a leur acolyte,
qui va prendre une place un peu plus importante, complètement un ovni ce gars. Et moi, je suis absolument fan de ce personnage. Je te dis pas qui c'est, tu iras voir. Et Jocelyne m'a fait une belle surprise que tu pourras peut-être deviner si tu lis donc ce troisième opus qui est Le Cri de l'Albatros et qui se passe sur le Green. Petit clin d'œil au mari de l'auteur qui est fan de golf et donc qui se passe dans le milieu du golf. Milieu très fermé, très jet set, très bien sur son quant à soi, mais pas tant que ça, tu verras. Bref, donc une trilogie qui en plus, alors je te dis un secret, ont été traduits en anglais et connaissent un succès énorme outre-Atlantique, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou même en Australie, et qu'on aura peut-être un jour, peut-être en adaptation. Je dis rien, je dis rien, je dis rien. Voilà, donc autre thriller, mais thriller un peu fantastique, pour ne pas dire ésotérique, qu'elle a écrit aussi, c'est Le Cénacle des affaires absconses, que j'aime beaucoup, qui est là aussi un thriller complètement décalé et qui est bon, qui se passe, enfin bon, voilà, très décalé, très, je peux pas dire sinon je spoil tout, donc voilà, si tu aimes bien les thrillers fantastiques, tu peux aller du côté du Cénacle des affaires absconses, qui sera très à ton goût, j'imagine. Elle a aussi écrit d'autres choses. Alors, je t'avoue humblement qu'il y a 3 ouvrages encore d'elle que je n'ai pas lus. J'ai la chance d'être souvent une de ces bêta lectrices, voire alpha lectrices. Donc voilà, je te parle de ceux que je connais le mieux. Un que j'ai beaucoup aimé, et quand je te dis qu'elle est très originale et très hétéroclite, c'est Avec des si. Alors Avec des si est un roman à tiroir, puisque justement la trame consiste à dire, donc on a l'histoire de Béatrice, et cette Béatrice va avoir, comme nous tous dans la vraie vie, différentes options au fur et à mesure de sa vie. Alors, si elle rencontre machin ou si elle ne le rencontre pas. Donc, on va avoir un premier scénario, si elle le rencontre, tac, 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 qu'est-ce qui va se passer? Deuxième scénario, si elle le rencontre pas, tac, 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 qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on va avoir un roman, si elle le rencontre et qu'il tombe amoureux, tac, 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 voilà ce qui va se passer. Si elle le rencontre et qu'il tombe pas amoureux, tac, 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 voici ce qui va se passer aussi. Et donc on a un roman comme ça, en fait on a, je crois de mémoire comme ça, 8 romans en un seul. Donc c'est une prouesse technique absolument magistrale, dans la mesure où elle doit vraiment tenir son personnage de manière cohérente en fonction de son environnement narratif, en fonction des circonstances qui s'offrent à elle, et donc, on est vraiment dans une maîtrise au sens étymologique pardon, du terme, c'est-à-dire une maestria d'écriture de la part de Jocelyne dans ce bouquin-là, puisque ça pourrait être un gros bazar et on pourrait se perdre, et au contraire, on est... voilà, on suit l'affaire, on suit les affaires, on suit les vies de Béatrice, et surtout ça nous donne plein de, plein de pistes de lecture hyper intéressantes. Ensuite, là, le dernier que j'ai lu, tu vas avoir ma chronique sur les pépites de Meredith dans les jours qui arrivent sur Insta. C'est Jour et ta peau. Alors voilà, bien évidemment, comme elle excelle dans le roman noir, dans le thriller, dans le roman à tiroir, bah, elle excelle aussi en théâtre, hein, voilà, on se refait pas. Donc, J'aurai ta peau est assez particulier parce que, bon, 1, c'est une pièce de théâtre, mais 2, comme je le dis dans ma chronique, ça devrait être reconnu d'utilité publique puisqu'il a tous les ressorts absolument de la tragédie classique racinienne, puisqu'il s'agit là de la tragédie d'une femme, encore une Béatrice, je pense qu'il y a un truc à creuser là-dessus, heu, laquelle va être en proie, va tomber entre les griffes d'un pervers narcissique manipulateur. Et dans J'aurai ta peau, nous sommes dans sa thérapie avec sa psy, et donc alors on a un côté très noir où on va voir
tous les mécanismes, de l'emprise, de l'isolement de la victime, de la manipulation mentale, de cet effet de souffler le chaud et le froid, de choisir une victime brillante pour pouvoir briller soi-même et en même temps la rabaisser pour pouvoir la garder sous sa coupe et puis, en même temps, donc ce côté très noir de la réalité de l'emprise et en même temps un côté très lumineux qui est celui de «je m'en suis sortie». Donc si je m'en suis sortie, vous pouvez vous en sortir. Alors j ça se lit assez rapidement, hein, comme une pièce de théâtre. Par contre, ça reste très, très, très longtemps en bouche parce que, si un jour ou l'autre on a croisé un pervers narcissique, on en a soi-même été victime, ça peut être quelque chose de rude à impacter. Pour autant, comme je vous dis, il y a une fenêtre d'espoir, à la fin et si on a eu la chance de pas croiser la route de ces vilains prédateurs, ça peut nous éveiller puisqu'on a toute une symptomatologie qui nous permet, grâce à ce livre, de repérer, les rouages de ces malades, et de ces personnes toxiques qui peuvent nous anéantir. Donc vraiment, J'aurai ta peau, suis, mon actualité sur Insta, tu auras, un détail. Je serai encore une fois dithyrambique parce que non seulement le contenu est intéressant, il est fondé, il est efficace, mais en plus la forme est extrêmement bien maîtrisée. Voilà, il y a des gens qui réussissent rien, il y a des gens qui réussissent tout. Jocelyne réussit tout. Voilà, c'est comme ça. Et enfin, pour ce que j'ai lu moi, dont je ferai aussi très rapidement une chronique et alors j'aime beaucoup parce que, j'ai pas été, la première re bêta lectrice de Jocelyne sur ce coup-là, mais c'est mon fils Antoine de 12 ans et donc tu comprends bien de ce dont je vais te parler. On va être sur de la littérature jeunesse et on va voir je t'en ai déjà parlé dans une capsule parce que j'étais en train de finir de le lire et donc, il s'agit de Fifrelin et Tambourin et donc c'est une série initiatique et héroïque d'un jeune garçon, dans l'Irlande, parce qu'elle est fan d'Irlande, dans l'Irlande médiévale. Alors c'est plein de légendes, c'est plein de quêtes, c'est plein d'éthique et de philosophie à destination des plus jeunes. Ça se lit très bien et encore une fois, on a la touche d'originalité non seulement dans le contenu, mais dans le livre, qui est un très joli livre. Il y en a 2 d'ailleurs pour l'instant, mais comme je t'ai dit, c'est une série. Avec aussi une interactivité avec le jeune lecteur, puisque elle a demandé à Katumun Fox, illustratrice, de faire les illustrations de ses romans, mais il y a des dessins pardon, qui sont inachevés et le jeune lecteur doit finir lui de remplir son roman. Il l'envoie après à l'autrice et il aura son petit fascicule avec son exemplaire perso à lui auquel il aura mis, sa patte. Donc voilà, donc j'espère que, ce modeste petit portrait, pour enthousiaste qu'il soit, aura su te convaincre objectivement de la qualité d'écriture, de la créativité sans bornes et de l'humanité, heu, intarissable de Jocelyne Baquet. Donc voilà, si tu dois cette année découvrir un auteur auto-édité et voir encore une fois à quel point l'auto-édition peut, recéler pardon, de trésors littéraires, vraiment, hein, moi je parle de Jocelyne comme d'un trésor littéraire, eh bien, fonce. Voilà, elle est sur Amazon, elle est dans quelques bonnes librairies, elle fait des salons, quelques-uns, donc si tu as la chance de pouvoir la rencontrer, bah, tu deviendras fan obligatoirement. Voilà et donc voilà, focus auto-éditeur sur Ma copine est géniale, heu, Jocelyne Baquet. Rubrique suivante, il s'agit de mon coup de cœur. Alors c'est un coup de cœur que j'ai découvert lorsque j'étais, jury, du meilleur roman, point et donc il s'agit du roman de Dominique Maison, Avant les diamants, qui n'a malheureusement pas remporté le prix, mais qui pour moi et pour certains des jurés, le méritait très, très, très largement. Donc Avant les diamants est, un roman noir sur le Hollywood, du début
du cinéma. Voilà, avec, toutes les magouilles, toutes les coulisses très noires, les liens avec la mafia, les déboires, d'Errol Flynn, complètement alcoolique et addict, avec, les misères faites aux starlets, le sexisme bien avant le hashtag #MeToo, avec, les magouilles de tout ce qui est Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount et cetera, tout ce qui est, blanchiment d'argent. Alors on a vraiment l'impression d'être dans les Incorruptibles version Hollywood avec, un roman très noir qui, met, en scène, des acteurs, de vrais acteurs, hein, donc il y a vraiment un travail de fond là aussi. Moi j'aime quand c'est pas de la pure fiction et qu'il y a quelque chose derrière, et que ça nous apprend des choses. Donc la couverture magnifique avec Eddie Lamar, hein, comme tu peux le voir là, mais aussi avec donc comme personnage, un des personnages principaux va être Elizabeth Montgomery, que tu connais sûrement si tu as été biberonné comme moi et peut-être la génération précédente à Ma sorcière bien-aimée, et donc avec une fiction sur ce personnage, mais après avec des choses très vraies aussi. Alors la seule chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'il n'est absolument jamais question, jamais, jamais, jamais question de Marilyn Monroe, mais par contre, on va avoir Ava Gardner, on va avoir Lana Turner, on va avoir Clark Gable, enfin bon, voilà, toutes ces stars qui nous ont fait rêver quand on regardait la dernière séance d'Eddie Mitchell. Ça nous manque ça d'ailleurs. Donc voilà, donc vraiment un coup de cœur parce que c'est vraiment un roman noir, très très noir, très acide, très derrière les paillettes en fait, hein. Il démythifie, complètement, le glamour et la perfection, qu'on voit, sur les écrans, et vraiment je te le recommande parce que enfin voilà, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement fouillé et voilà, et pour autant, ça n'entache pas du tout la magie du cinéma et la magie de ce cinéma enfin l'âge d'or d'Hollywood, dans les années, 30 à 50. Voilà, donc coup de cœur pour moi. Avant les diamants, là aussi tu retrouves, ma chronique complète sur les pépites de Meredith sur Instagram. Donc voilà, vraiment Dominique Maison, Avant les diamants. Si t'aimes les romans noirs, si t'aimes le cinéma et que t'es un peu cinéphile, je te conseille parce que vraiment c'est très, très cool. Alors, petite incursion sur mes lectures en cours. Alors là, je suis en train de lire, La mécanique du néant de Delphine Muse, dont j'avais lu L'Encrier. Alors, c'est, a priori un roman d'horreur, c'est moi je dirais un roman d'angoisse. J'aime beaucoup aussi. Alors là j'ai lu une centaine de pages sur les 500 qu'il fait. C'est aux éditions des Lacs. Et oui, je t'en ai déjà parlé, donc comme quoi j'aime les éditions des Lacs. Donc que je lis dans le cadre des livres voyageurs de The Book Trotteuse. Je ne sais pas si tu connais ce site sur Insta, enfin ce compte sur Insta, c'est absolument génial. L'idée étant que un livre circule de lecteur en lecteur, que chacun y mette son petit mot et que ça revienne à l'auteur. Et l'auteur après nous fait un petit mot aussi en général. Donc voilà, c'est un principe que j'aime beaucoup parce que ça permet de partager des lectures et de faire circuler la culture. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc chapeau The Book Trotteuse. Donc voilà, un livre que j'aime beaucoup pour l'instant, comme je te dis, j'en suis aux 100 premières pages. On en est vraiment à poser l'ambiance. On est sur une ambiance à la Stephen King, c'est-à-dire c'est lourd. On voit apparaître une famille un peu déconstruite. On voit un héritage avec une maison dans laquelle la mère s'est suicidée et que des déboires financiers contraignent le fils à aller habiter avec sa famille. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais ayant lu L'Encrier, j'avais adoré la montée en puissance de l'horreur et surtout l'originalité de l'écriture et du contenu. Donc je ne m'attends qu'à du bon. On en fera un point très rapidement. Dans mes dernières lectures, j'ai fini donc l'année avec Nous irons mieux demain et j'étais pas enthousiaste sur la précédente, je le suis toujours pas. Tu peux aller voir ma chronique, c'est pas la peine de tirer sur l'ambulance. On passe là-dessus. Je lis aussi en même temps là tout de suite
la bêta lecture du tome 5 de L'Ogre. Alors ça, il faudra vraiment, vraiment que je te fasse un focus auteur auto-édité sur Louis de Maubois parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est d'une humilité et d'un talent rare, qui écrit de l'horreur. Alors là, au sens véritable, c'est-à-dire que ces romans sont absolument terrifiants. Donc là, on est sur une saga, enfin une série, pardon, ben ouais, même une saga, parce qu'il y a plusieurs familles, etc. Donc ouais, bon, pardon, je m'auto-corrige, je m'auto-fais des réflexions littéraires, hein, c'est pas grave. Et du coup, ça se passe dans la cyberpédocriminalité, donc voilà, faut être accroché, c'est pas à la portée de tous les lecteurs parce qu'il y a vraiment des choses insoutenables. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Il s'inspire beaucoup de faits divers aussi, donc il n'est pas juste complètement tordu, barré et, hem et pervers, un peu quand même, hein, pour écrire ça, mais voilà, je vais vraiment t'en parler parce que c'est une, série qui mérite, qu'on s'attarde sur l'analyse, par-delà l'horreur. J'ai lu aussi, et là attention, tu es sur les starting blocks, le nouveau livre d'Alexandra Guerrero, auteure, très talentueuse, de L'effet domino, en auto-édité aussi. Donc j'ai fait, avant Noël, la bêta lecture de, son prochain livre sur la brigade d'intervention, de Paris, brigade qui n'est pas connue et qui pourtant protège les Parisiens de manière, inconditionnel et surtout malheureusement insoupçonné. Donc un bouquin court, fondé sur des réalités qui est très chouette. J'ai eu le bonheur et le plaisir de le lire en alpha lecture, en bêta lecture. J'ai découvert hier, la couverture qui est, fabuleuse. Donc tiens-toi prêt parce que d'ici mars normalement, cette nouvelle bombe devrait arriver dans, l'univers, littéraire et tu vas, kiffer. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, ça c'était mes lectures récentes, lectures en cours, Chansons douces aussi que j'ai fini et là je vais faire une chronique et bon, ben voilà, j'ai adoré. Voilà. Donc je t'expliquerai pourquoi. Dans les classiques, alors voilà, classique là c'est un trailer puisque ça sera la prochaine vidéo d'analyse que je ferai ici même sur Meredith ce livre. Il s'agit, alors voilà, je te raconte ma life comme d'habitude, tu sais, tu finis par savoir que je suis fan d'Indochine depuis toujours. Depuis 1981, j'ai vu tous leurs concerts, j'ai tous leurs albums, j'ai tous les livres de Nicolas, j'ai tous les livres sur Indochine, hein, tu en vois peut-être juste derrière moi. Donc voilà, fan, 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 la groupie pure et dure. Et comme groupie, ben forcément, j'ai commencé mes expériences de lectrice adolescente avec des gens que recommandait Nicolas, qui faisaient partie de ses influences littéraires. Donc je me suis comment dire? Ouais, engloutie, tout Marguerite Duras, donc que j'aime beaucoup. On en parlera un jour, notamment, L'amant et le ravissement de Helvenstein que j'aime beaucoup. Et il aime aussi, voilà, il est absolument inconditionnel de Salinger. D'ailleurs, il a même fait une chanson, hein, des fleurs pour Salinger, et donc c'est très accessible, peut-être plus que Marguerite Duras pour une petite groupie minette de 14-15 ans. Et donc j'ai lu L'Attrape-cœur, et j'ai eu le bonheur et le plaisir de relire L'Attrape-cœur dans le cadre du café du classique que ma copine du compte Instagram Point à la ligne organise régulièrement. Et donc on a fait une lecture commune de L'Attrape-cœur. Je l'ai redécouvert avec mes yeux de femme plus âgée, dirons-nous, hein, je vais être gentille avec moi-même. Voilà, et donc ça n'a pas bougé, c'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi, aussi joli, aussi cruel. Voilà, donc L'Attrape-cœur, si tu l'as jamais lu, je te le conseille. Si tu sais pas quoi lire, que tu es en panne de lecture, que tu es en panne d'amour pour l'humanité parce que tu as dû retrouver le travail, les transports en commun, les collègues, les courses le samedi, tout ça. Bon, bref, voilà, tu ouvres L'Attrape-cœur, tu te mets un plaid, un chocolat chaud
et tu kiffes parce que, Salinger, ça a l'air simple comme ça, voilà, mais c'est un peu la thématique de cette capsule, hein, comme Valentin Musso, comme Jocelyne Baquet. Hem, Ça a l'air simple, ça ça a une écriture très, adolescente avec des tics de langage, avec des aberrations culturelles. C'est frais, ça fait sourire et en même temps, ça nous parle vraiment de la vie. Ça parle d'ontologie, ça parle du sens qu'on donne à l'existence, de l'importance que les choses ont à un moment donné et avec le recul, elles en ont peut-être plus ou peut-être moins. L'importance des gens qu'on croise, l'importance des sourires qu'on reçoit, la violence des mots qu'on nous afflige parfois, voilà et de la construction d'un ado. Ces ados qu'on n'arrête pas de fustiger parce qu'ils sont mous, parce qu'ils dorment beaucoup, parce qu'ils sont blasés de la life, parce que machin et qui vivent une période extrêmement compliquée, pas tout à fait enfants, pas tout à fait adultes, avec un corps dont ils savent pas quoi faire, des sentiments dont ils savent pas quoi faire, des hormones qu'ils savent pas gérer. Donc voilà, pitié pour nos ados, même s'ils nous agacent, voilà, relisez ça et relisez aussi, Salinger en entier parce que, il n'a pas écrit que l'attrape-cœur et à chaque fois, notamment ses nouvelles, hein, sur le poisson banane, entre autres, qui ont l'air comme ça d'être, un peu surréalistes, un peu psychés et qui finalement, comme un rêve, par, contenu symbolique, par contenu, latent, par association d'idées, bah, finissent par nous parler de nous, profondément et nous parler de nous de manière, intense et surtout, de manière positive. Donc voilà. Petit coup de blues, là je crois qu'on va avoir le Blue Monday en janvier, je crois, je sais plus quoi. Bon, voilà. Petit coup de blues, petit coup de Salinger, tu te mets, Endo en fond et la vie est belle, tu vas voir, vraiment. Voilà, donc après, ben, on va glisser gentiment de l'adolescence à la jeunesse et là, j'aimerais te parler, d'un livre que j'ai découvert par les lectures imposées à mon fils et qui s'appelle Le Seigneur sans visage, donc roman, médiéval, qui raconte l'histoire, d'un jeune garçon, qui arrive dans un château pour sa formation de chevalier et le château, est, surmonté d'un donjon dans lequel vit enfermée, une femme et le seigneur, le vrai seigneur, qui a laissé, par délégation, l'administration de ses sujets à son frère et ce seigneur a fait les croisades et il est revenu avec un beau cadeau des croisades, c'est-à-dire qu'il est revenu avec la lèpre et donc bah, il va y avoir des crimes et des mystères et bien évidemment, on va accuser ce seigneur sans visage d'être le méchant. C'est peut-être pas lui le méchant, donc réflexion intéressante sur les apparences. C'est pas celui qui est, différent, celui qui s'isole ou celui qu'on isole, qui est forcément mauvais. Donc voilà, un joli roman, de d'apprentissage, de réflexion, qui se lit très, très bien, qui est très bien écrit, qui est une traduction, mais qui est très bien écrit. Donc Le Seigneur sans visage. Voilà, beh, écoute, nous venons de passer une petite demi-heure ensemble. J'espère qu'elle a été aussi agréable pour toi que pour moi. Nous, on se retrouve, très bientôt. Alors comme je t'ai dit pour, la vidéo sur l'attrape-cœur, je te remercie vraiment de ta fidélité. Je te remercie aussi pour les conseils de lecture que tu me fais, pour, les retours, bah, sur les lectures que tu as faites parce que je t'ai donné envie de les faire. Voilà et je vous remercie d'être toujours, de plus en plus nombreux. Donc pour que ça continue, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre régulièrement et je vous souhaite une très belle journée et je vous fais plein de bisous.